monsieur est un musicien, il s'appelle Alain Moglia, il est premier violon dans l'orchestre de Paris. Mais il y a 33 autres violons dans l'orchestre et 11 contrebasses et 3 hautbois, une clavecin, des cordes, trompettes, et tous les autres musiciens, tous les autres instruments qui depuis 10 ans composent cette formation, donnant un sens à la fois à l'attente des musicologues et au prestige de la musique. Vous faites partie depuis 10 ans de l'Orchestre de Paris. Quel est celui qui vous a marqué le plus? C'est difficile. C'est difficile. Oui. On a eu un tel défilé de grands chefs d'orchestre, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, de comparer Karajan à Scholti ou à Giulini ou à Barenboim, c'est impossible. Nous avons été très marqués au départ par le grand Charles Munch, qui pour nous, il n'y a pas un musicien de la création de l'orchestre qui ne parle de Munch sans une petite émotion. Le 14 novembre 1967 se déroulait au Théâtre des Champs-Élysées le premier concert de l'Orchestre de Paris. Cet homme que la foule ovationne, c'est Charles Munch. Mardi dernier, un grand orchestre français, l'Orchestre de Paris, a fait sous sa direction le très brillant début au Théâtre des Champs-Élysées. L'État et la ville de Paris ont créé cette nouvelle formation. Nous avons pensé qu'à côté des grands orchestres de la radio, à côté des grands orchestres de théâtre lyrique, il manquait à Paris l'orchestre symphonique. L'Orchestre de Paris est venu au monde ainsi que tous les autres. On a procédé par voie de concours. C'est ainsi que 22 flûtistes briguaient 3 pupitres. Monsieur Michel Debost, flûte solo de la Société des concerts du Conservatoire. Je crois que nous pouvons être très satisfaits, tout d'abord parce qu'il y a eu de très nombreux candidats, il y en a eu près de 300. Charles Munch nous a déclaré qu'il avait l'espoir de voir l'Orchestre de Paris non seulement égaler les grands orchestres qu'il a dirigés, et il les a dirigés tous, mais peut-être même les surpasser. Je pense que si nous pouvons bien faire travailler l'orchestre comme il se doit, eh bien nous devons avoir rapidement un des meilleurs orchestres du monde. Souvent quand même, on aurait pu répéter un peu plus, il n'y a pas de doute, mais l'adresse des musiciens français, leur sens de sonorité, la perfection de leur solfège, permettait quand même de faire en peu de temps un très bon travail, même aux associations. Les nuances sont un peu marquées trop bas. Hein. Oui, vous pouvez jouer plus fort. Surtout la descente. Là, il faut me donner le maximum. Et vous commencez beaucoup trop fort. Alors, une chose, même prenez l'habitude, même en répétition, de ne pas avoir une tenue négligée. Ni ça. D'accord? Je recommence. L'Orchestre de Paris sera un de nos ambassadeurs à l'étranger et, à l'intérieur de nos frontières, un propagandiste de la culture musicale dans tous les milieux sociaux. Il y a un caractère, une couleur particulière aux orchestres français. J'en suis persuadé. J'ai toujours trouvé que la France est le seul pays qui a pu se créer une sonorité nationale et qui a pu la sauvegarder. Comment est-ce que vous jugez ce concert de ce soir? Je suis absolument ému par ce concert magnifique, un des meilleurs orchestres du monde. Et c'est une leçon, même pour les Américains, d'avoir reçu un orchestre de cette valeur. Je vous assure que je n'ai jamais entendu des pareilles ovations. Mais mon cœur tremblait de joie, et pour la France, et pour Charles Munch, et pour la musique française, et pour New York qui a su le reconnaître. Le meilleur, c'est de dormir 2 heures l'après-midi et après d'aller directement au concert. Daniel Harding semble à peine stressé par la représentation qu'il s'apprête à donner. Avec lui, 119 musiciens ont fait le voyage depuis la France. C'est exactement ça qu'on cherche dans la sonorité. Mais avant, ça doit avoir plus
source de tension dans les lonely. Les 92 musiciens de l'orchestre ont derrière eux 15 concerts, sans compter les exercices individuels dans les chambres d'hôtel ou les coulisses encombrées de 5 tonnes de matériel. Espressivo flûte. Suivez, pizzicato, Bernstein est certainement le musicien le plus connu, le plus populaire actuellement aux États-Unis. Pendant 4 jours, et c'est un événement, il va diriger l'Orchestre de Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Jouer et diriger en même temps le concerto en sol de Ravel, c'est une performance qu'aucun pianiste ou chef d'orchestre n'a encore tenté en dehors de Leonard Bernstein. J'ai joué ce concerto en dirigeant il y a 20 ans. J'ai ma propre tradition. Agité. Mouvement. Ce matin, dans les salons de l'Hôtel de Ville, le président du Conseil de Paris et Marcel Landowski, directeur général de la musique, ont annoncé à la presse que le célèbre chef allemand Herbert von Karajan devenait conseiller musical de l'Orchestre de Paris. Et puis, vous avez tout de même des raisons tout à fait personnelles. Ah oui, parce que dans un rare moment de grâce et bonté, mon bon Dieu m'a donné une épouse française. Maître, vous les avez dirigés tous les orchestres du monde. Celui-là, qu'est-ce que vous en pensez en ce moment? Quand je l'ai entendu, je voyais, là, commence à naître une chose qui n'a jamais existé en France, qui a un esprit tout à fait nouveau. Et c'est pour ça que je suis là. C'est l'extraordinaire chef d'orchestre japonais Seiji Ozawa que vous voyez diriger l'orchestre de Paris, encore plus brillant que d'habitude, dans l'Oiseau de feu de Stravinsky. À l'Orchestre de Paris, orchestre de prestige, un musicien gagne en moyenne 3 500 francs par mois. Georges Solti. C'est la première fois qu'il dirige l'Orchestre de Paris. D'après les musiciens eux-mêmes, ils ont rarement autant travaillé pour préparer un concert. L'orchestre existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Quelles sont les qualités de l'Orchestre de Paris comparées avec celles de l'Orchestre de Chicago? C'est un vieux orchestre de Chicago, c'est un jeune orchestre. C'est un jeune Beaujolais, c'est un vieux Bordeaux. L'Orchestre de Paris a 10 ans cette année. Alors 10 ans pour un orchestre, c'est quoi? C'est l'âge de raison? Vous savez, c'est la maturité artistique avec l'exubérance de la jeunesse. 10 ans, ça suffit pour que l'orchestre fasse un ensemble homogène? Oui et non. Il y a quand même des choses qui peuvent se passer seulement quand un orchestre a joué ensemble pendant des années. Je me réjouis de voir que la télévision s'habitue peu à peu à diffuser des émissions musicales à une heure dite de grande écoute. Voilà vraiment qui montre que la musique s'adresse maintenant au plus grand nombre. Cher Yehudi, vous venez d'achever les répétitions du concert de ce soir avec l'Orchestre de Paris. Le premier morceau que vous allez jouer est un concerto de Mozart. En fait, vous le jouez et vous le dirigez à la fois. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers qui se posent? Si c'est bien répété et les musiciens sont aussi bons musiciens qu'ils le sont à l'Orchestre de Paris, on n'a pas à s'inquiéter qu'il n'y a pas de chef d'orchestre.
autre jeune qui lui aussi va tenir l'affiche encore un long moment, c'est Daniel Barenboim. Demain, il présentera les projets qu'il peut avoir avec l'Orchestre de Paris qu'il dirige, mais tout de suite, découvrons Barenboim. Quels sont les grands moments dans la vie d'un chef? Ce sont toujours seulement les moments du futur. Excusez, je pleure pas par émotion, mais... Ce sont les oignons, ça. Oui. Enfin, il paraît que c'est bon ce que vous faites. Écoutez, vous allez goûter, vous allez voir. Mais moi, je vous paye pas vos frais d'hôpital après. Hein. C'est curieux, vous savez, c'est un peu la même chose, non? Vous avez un orchestre, vous essayez de mélanger toutes les sonorités. Ici, on va essayer de mélanger les oignons avec des tomates et avec de l'ail. Daniel Barenboim passe 5 mois par an avec son orchestre, en comptant les tournées et les déplacements. Le reste de son temps, il le consacre à ses activités de soliste. C'est absolument nécessaire pour changer la situation, pour créer une salle de concert. Et faire construire une salle de concert. Construire une salle de concert. Pour vous filmer, nous sommes placés, en fait, il faut le dire, du Palais des Congrès au Théâtre des Champs-Élysées. Moi, je suis venue vous entendre répéter à la Mutualité. Vous n'avez pas de salle. C'est vrai, ça. L'Orchestre de Paris n'a pas de salle. Je trouve pas que c'est dommage qu'il n'y a pas une salle à Paris. Je trouve que c'est honteux. Il faut qu'on se décide en France où on veut avoir un grand orchestre comme il est l'Orchestre de Paris et où on peut être fier qu'il va à Berlin, à New York, à Londres. Et dans ce cas-là, il faut lui donner le minimum. Et ça, c'est une salle où... Alors, ça ne vaut pas la peine. Nous avons répété dans des endroits affreux, nous avons transporté nos instruments, nous avons essayé de recommencer le travail que nous avons fait aujourd'hui au Théâtre des Champs-Élysées et demain au Palais des Congrès avec un changement constant. Cette forêt de gravats, vous pouvez peut-être me montrer où sera votre place? Là. Il n'aura fallu que 5 mois pour refaire la salle Pleyel de fond en comble. Même le bar n'a pas échappé à la tourmente. C'est beau, hein? Ouais, très beau, hein? Fortissimo, c'est extraordinaire. Non, mais c'est les pianissimo qui nous gênent. Aujourd'hui, installé dans la salle Pleyel rénovée à son intention, l'Orchestre de Paris, en s'ouvrant à la création contemporaine, comme ici au cours d'un hommage rendu à Henri Dutilleux, manifeste sa confiance dans l'avenir de la musique symphonique. Nous avons peut-être joué plus de musique contemporaine que tout autre orchestre symphonique au monde, affirme Daniel Barenboim. Ce soir, vous allez jouer quand même, non? Moi, je regarde à travers les cordes. Voilà. J'ai mes lunettes. Il n'y a que vous que je ne peux pas voir avec mes lunettes. Les Français ont une réputation d'être très difficile, dans le sens où il n'y a pas, si vous voulez, le fanatisme de la discipline en France. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que pour moi, les Latins en général et les Français en particulier ont une capacité d'enthousiasme quand ils veulent, hein, quand vous voulez. Vous avez une capacité d'enthousiasme tellement extraordinaire que ça fait oublier la plupart des moments où il y avait un manque de discipline. François Mitterrand avance une rose à la main. Et vous entendez aussi cet orchestre de Paris
qui accompagne la montée du président de la République. Alors de quel type ces équipements? D'abord, il y aura un ensemble qui comportera un auditorium de 3000 places. Il y aura là aussi autour des salles de répétition. Nous allons cravacher, nous allons aller assez vite et nous souhaiterions que, je répète, avant 5 ans, cet ensemble soit ouvert au public. Style, forme, musique. Georges Scholti, qui fête aussi ses 75 ans, et Daniel Barenboim vont tour à tour diriger ce soir l'Orchestre de Paris. Nous ne pouvons pas exister individuellement. Nous ne sommes pas des concertistes, nous sommes des musiciens d'orchestre. Et ça, être musicien d'orchestre, c'est fabuleux parce que c'est une vie communautaire. Pas la main gauche du Célestin, seulement la main droite. Non, excuse-moi. Toi, Jacques. Hein? Je joue. Tu joues. Pas lui. Et pas lui. Jamais. Maintenant seulement. Comme si je parlais toujours pour l'éternité. Ta 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 pi, pa pi pa 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 pi. À 83 ans, Pierre Boulez a enflammé la pyramide du Louvre avec la partition originale de L'Oiseau de Feu de Stravinsky. Ce concert était un instant magique et unique. Encore une fois, s'il vous plaît, suivez-moi pour le tempo. Quelle question on va regarder? Je suis musicienne, je suis altiste et à l'Orchestre de Paris. Et c'est la rentrée. Mais ça, c'est Christophe Eschenbach. Ah oui? Oui, c'est notre chef d'orchestre. C'est beau, ça. Il a fait une grande carrière de pianiste. Il a enregistré avec les plus grands. Il est très gentil. C'est un homme bon. Il est venu parmi nous parce que on l'a élu, en quelque sorte, pour être notre chef principal. Bonsoir, nos solistes. On commence avec le 4e mouvement. Je cherche mes musiciens dont je veux donner les derniers conseils. Il est 19h45, nous sommes à 15 minutes de l'entrée en scène de l'Orchestre de Paris.
une merveilleuse énergie, messieurs, mais on chante à tempo et ensemble. Encore de très belles choses avec le chœur de l'orchestre de Paris qui fête ses 20 ans. Un bel anniversaire pour une institution tout à fait originale. Ce chœur est entièrement composé d'amateurs. Leur seule rémunération, le plaisir de chanter. En commençant à travailler avec les Français, ils m'ont agacé par le manque de discipline et j'ai réalisé après longtemps que je les rapprochais de ne pas être anglais. Il y a une qualité avec ce chœur ici que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Tout ce qu'ils font aux répétitions, ils font 10 fois mieux au concert. Tu ne fermeras pas le col de toute façon. Non, voilà. C'est possible. 65 degrés sur un sucre et hop, ça repart. Et moi je vous fais la reine de la nuit avec ça. L'orchestre de Paris avait rendez-vous hier soir à Bercy pour un concert exceptionnel au programme La 8e symphonie de Gustave Mahler. Jouer devant 5-6 000 personnes, sonorisées avec des grands écrans, 400 chanteurs, c'est complètement énorme. Try to play this as a magic, beautiful sound. And sense of rubato, yeah? The musical director is a person who orchestra has chosen to be the guardian of this tradition. It's very prestigious to be music director in Orchestre de Paris, and of course there is some magic about the city of Paris that for some reason surpasses all the other cities. Classical music is not just music. It's a history lesson. It's a soundtrack to our existence, our history. Depuis 3 mois, Daniel Harding a donc posé ses baguettes ici, sous les écailles de la Philharmonie de Paris. Depuis
Depuis son arrivée à la Philharmonie, tous ses concerts font salle comble. Ce soir encore, il devra convaincre ses musiciens, Merci. Oui. mais aussi les 2400 spectateurs qui l'attendent de pied ferme.